Mes parents m'ont abandonné à l'adoption à 10 ans parce que j'étais une fille. Quand j'ai hérité de la fortune de mon père adoptif, mon père biologique a fait son apparition avec. J'ai grandi dans une banlieue chic de Lyon, où les pelouses étaient tondues de près et où les pères mesuraient leur valeur à l'aune des fils qui perpétueraient leur nom. Mon père, Nicolas Vasseur, correspondait parfaitement à ce moule. C'était un directeur d'agence bancaire qui parlait peu mais exigeait une obéissance absolue. Ma mère, Marguerite, restait à la maison et adoucissait sa rudesse par des sourires discrets. Elle ne protestait rarement, ne le défiait jamais, et vivait comme si son unique but était de faire tourner la maison. Mes deux frères aînés semblaient briller sous le regard paternel. Thomas, déjà adolescent quand j'étais petite, était applaudi pour ses excellentes notes et ses rôles de leader. Antoine, dont j'étais plus proche en âge, accumulait les trophées et les encouragements pour ses exploits sur les terrains de foot. Leurs victoires étaient célébrées à table avec des rires et des louanges. Mes victoires, à savoir des bulletins scolaires avec une moyenne de 20/20 et des prix d'excellence en sciences, n'étaient reconnus que d'un vague hochement de tête avant que la conversation ne revienne sur les garçons. J'essayais de les égaler. J'étudiais plus dur, je courais plus vite, j'allais jusqu'à réclamer des camions en jouets à la place des poupées, espérant que mon père me remarquerait. Mais son approbation n'est jamais venue. La seule réponse de ma mère fut de m'apprendre à cuisiner, à plier le linge au cordeau et à tenir une maison en ordre. Ce sont des compétences qui te rendront précieuses un jour, me disait-elle. Précieuses pour quelqu'un d'autre, sous-entendait-elle. Lorsque ma mère est retombée enceinte, mon père a décrété avec certitude que ce bébé serait un garçon. Il a peint la chambre en bleu avant même que son ventre ne s'arrondisse. Et quand Damien est né, il a considéré cela comme une preuve du destin. Il a posé pour des photos, distribué des cigares à ses collègues et a proclamé qu'il était l'avenir de la famille. J'avais 10 ans, l'âge suffisant pour comprendre que j'étais devenue encombrante. Le matin où ils me l'ont annoncé, le ciel au-dessus de Lyon était gris et humide, le genre de temps qui appelle généralement un chocolat chaud et un plaid. Au lieu de cela, mon père s'est raclé la gorge au petit déjeuner et m'a annoncé que j'irais bientôt vivre avec une meilleure famille. Il en parlait comme s'il finalisait un virement bancaire, pas comme s'il se débarrassait de sa fille. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux rivés sur son assiette, les doigts tortillant l'ourlet de son tablier. Au début, j'ai cru que c'était une punition. Je me suis dit que si je m'excusais de ne pas être à la hauteur, d'être trop bruyante, trop effacée, ou trop fille, ils changeraient d'avis. Mais leur calme glacial ne laissait aucune place à la négociation. Mon père m'a donné jusqu'à l'après-midi pour faire mes affaires. Une seule valise, a-t-il précisé. Uniquement l'essentiel. J'ai marché jusqu'à ma chambre dans un état second, fixant ces murs rose pâle qui ne m'avaient jamais vraiment semblé miens. J'ai ouvert le placard et contemplé les rangées de robes, de pulls d'école et de vêtements récupérés de mes cousines. Que était-ce que l'essentiel? J'ai plié 2 tenues de rechange, glissé les livres de poche que j'avais lus jusqu'à en casser la reliure, et coincé mon vieux lapin en peluche dans un coin. Sur le dessus, j'ai déposé une photo encadrée de Noël, la dernière avant la naissance de Damien. Dessus, nous ressemblions presque à une famille, et je voulais garder la preuve qu'un jour, j'avais eu ma place. L'après-midi même, ils m'ont conduite en centre-ville et se sont garés devant un bâtiment trapu en briques avec une pancarte délavée des services de l'aide sociale à l'enfance, ASE. La femme qui nous a accueillis à la porte tenait un porte-bloc et affichait un sourire fatigué. Mon père a rempli les formulaires d'un geste sec, a tendu ma valise et lui a serré la main comme s'il concluait un contrat. Ma mère m'a étreinte une fois, brièvement, en murmurant que je comprendrais quand je serais plus grande. Puis, ils se sont éloignés sans se retourner. Cette nuit-là, dans le foyer, je me suis allongé sur un lit de camp étroit qui sentait l'eau de Javel, serrant la photo contre ma poitrine. Dans le silence, je me suis fait une promesse, jamais plus je ne supplierai quiconque de m'aimer, et je n'oublierai jamais le jour où j'avais découvert ma véritable valeur à leurs yeux. Le foyer n'était que le début. En quelques semaines, j'ai été placé dans ma première famille d'accueil, une maison bondée dans l'Est lyonnais où 6 autres enfants se partageaient déjà un espace trop restreint. Les plus grands maltraitaient les plus petits, et les parents d'accueil agissaient plus comme des gardiens de prison que comme des tuteurs. Les repas étaient expéditifs et bruyants, les lits entassés dans des chambres au papier peint décollé. J'ai appris à baisser la tête, à rester silencieuse et à me fondre dans le décor pour ne pas m'attirer d'ennui. Quand ce placement a implosé sous son propre poids, on m'a envoyé chez un couple de quadragénaires sans enfants qui, au début, me parlaient avec douceur, m'appelant à ma puce et m'achetant de nouvelles chaussures.
Pendant quelques semaines, j'ai cru que c'était ainsi qu'une famille devait être, des dîners chaleureux, des questions sur l'école, une certaine douceur dans l'air. Mais dès le 2e mois, leur patience s'est étiolée. Ils voulaient un enfant plus jeune, quelqu'un d'assez malléable pour le façonner comme le bébé qu'ils n'avaient jamais eu. À 10 ans, j'étais déjà trop indépendante, trop abîmée. Un matin, j'ai de nouveau été emballé comme un colis indésirable et renvoyé à l'agence. L'étape suivante fut un pavillon de banlieue immaculé, avec des pelouses parfaites et des placards verrouillés. Les parents étaient à cheval sur les règles et l'argent de poche, mais leurs yeux brillaient davantage à la réception des chèques de l'État qu'en regardant les enfants qu'ils accueillaient. Je n'étais qu'une ligne dans leur budget mensuel, une bouche supplémentaire qui leur rapportait de l'argent. Leur sourire n'atteignait jamais leurs yeux, et j'ai fini par cesser d'en attendre quoi que ce soit. Durant ces années, ma stratégie de survie est devenue l'effacement total. Je me recroquevillais dans les coins, noircissais mes cahiers d'un travail scolaire irréprochable et évitais de demander quoi que ce soit au-delà du strict nécessaire. Les professeurs me félicitaient pour mon sérieux, mais aucun d'eux ne comprenait que mon silence n'était pas de la discipline, c'était une armure. La seule qui semblait l'avoir remarqué était mon assistante sociale, Élise Dubois. Elle arrivait chaque mois avec son porte-bloc et un regard perçant qui ne laissait rien passer. « Tu es brillante, Céline » m'a-t-elle dit un jour, penchée sur le bureau de l'agence. « Mais tu te caches derrière ces bonnes notes. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment faire. Et pourtant, une part de moi se demandait ce qu'elle voyait que les autres ignoraient. Cette question a persisté lorsqu'elle a commencé à me parler d'un homme nommé Jean-Marc Chevalier. Élise m'a parlé de lui par un après-midi gris. Il vit juste à l'extérieur de Lyon, dans une maison beaucoup trop grande pour un seul homme. Il a 62 ans, il est veuf et n'a pas d'enfant à lui. Il souhaite redevenir famille d'accueil. J'ai hoché la tête, de marbre. J'avais déjà entendu de telles promesses. Une semaine plus tard, j'étais assise raidement dans la voiture d'Élise alors que nous tournions dans une allée bordée d'arbres menant à une majestueuse maison de maître en pierre de taille, dotée de larges corniches et d'un vaste porche. Jean-Marc nous attendait déjà, appuyé contre la rambarde avec une patience qui semblait naturelle. Il était grand et svelte, ses cheveux argentés coiffés en arrière, et ses yeux bleu pâle ont croisé les miens sans forcer un sourire de façade. Il a simplement dit, « Tu dois être Céline. J'avais hâte de te rencontrer. » Il ne m'a pas demandé de faire mes preuves. Il n'a pas récité le règlement de la maison. Au lieu de cela, il m'a fait visiter les pièces, des parquets anciens cirés avec soin, des bibliothèques tapissées de livres, et l'odeur d'un plat légèrement herbeux qui mijotait dans la cuisine. Lorsqu'il a ouvert la porte de la chambre qui pourrait devenir la mienne, il m'a dit, « Je n'ai pas fait les peintures. J'ai pensé que tu aimerais choisir les couleurs toi-même. » Personne ne m'avait jamais demandé mon avis auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai testé avec mon silence. Il a répondu par sa présence. Quand des cauchemars me réveillaient en sursaut, je le trouvais devant ma porte avec un chocolat chaud. Quand je butais sur mes devoirs, il s'asseyait à côté de moi jusqu'à ce que j'aie compris. Un samedi, je l'ai surpris dans le garage en train de mesurer des planches de bois. Une bibliothèque, m'a-t-il expliqué. Je me suis dit que tes livres méritaient un vrai foyer. Ce sont ces petits détails qui ont commencé à fissurer mes défenses. La façon dont il aimantait mes dessins d'école sur le réfrigérateur. La façon dont il ne pressait jamais mes mots quand j'osais enfin parler. À 11 ans, j'ai découvert à quoi ressemblait la stabilité. Le jour où le tribunal a finalisé l'adoption, Élise a souri lorsque le juge a prononcé mon nouveau nom, Céline Chevalier. Je tenais les papiers officiels entre mes mains, mais c'est le hochement de tête rassurant de Jean-Marc qui m'a servi d'ancrage. Pour la première fois, la notion de « pour toujours » me semblait possible, et le poids de l'appartenance m'a enveloppé comme une couverture dont j'ignorais avoir désespérément besoin. Jean-Marc avait le don de m'ouvrir au monde sans jamais que cela ne ressemble à une leçon imposée. Un samedi, il m'a conduite dans les Monts d'Or pour me faire visiter un grand manoir historique. Il m'a montré les lignes de fuite des escaliers, l'équilibre parfait des fenêtres, la manière dont la lumière semblait nous suivre de pièce en pièce. Un autre week-end, il m'a emmené au cœur de Lyon, sur la place des terreaux, où l'eau des fontaines cascadant sur la pierre semblait à la fois sauvage et parfaitement domptée. L'architecture, m'a-t-il dit, ce n'est pas qu'une histoire de murs. C'est l'art de façonner ce que les gens ressentent à l'intérieur d'un espace. Ces excursions ont fait germer quelque chose en moi. J'ai commencé à dessiner dans des carnets, pas seulement des maisons, mais des quartiers entiers, inventant des moyens de les rendre plus chaleureux,
plus sûr, plus vivant. Jean-Marc m'a acheté des critériums et du papier millimétré, sans jamais remettre en question mon sérieux. Il m'encourageait simplement, comme s'il savait déjà où tout cela allait me mener. Le lycée m'a mise à l'épreuve d'une autre manière. J'avais toujours en moi cet instinct de disparaître, mais j'ai lentement appris à m'affirmer. Chloé Mercier a fait irruption dans ma vie en classe de seconde, s'installant à côté de moi à la bibliothèque pour décréter que nous serions partenaires pour un exposé d'histoire. Elle était confiante, franche, impossible à ignorer, pour une raison qui m'échappait, elle avait décidé que je valais la peine d'être connu. Et contre ma propre méfiance, je l'ai laissée entrer dans ma vie. Pour la première fois, j'avais une personne de mon âge qui s'intéressait à moi, non par obligation, mais par choix. La thérapie m'a également sauvé. Le cabinet du docteur. Alice Moreau était tapissée de livres et meublée de fauteuils profonds, un lieu où le silence n'était jamais puni. Elle m'a aidé à détricoter les années que j'avais tenté d'enterrer, me rappelant que le rejet de mes parents biologiques illustrait leurs propres limites, et non les miennes. Peu à peu, j'ai commencé à la croire. Lors de mon année de terminale, l'impensable s'est produit, j'ai reçu une lettre d'admission de la prestigieuse école d'architecture de Paris-Belleville. Le mot admise l'était imprimé en gras. Jean-Marc a fait encadrer la lettre pour l'accrocher dans le salon, annonçant avec fierté à tous nos visiteurs que sa fille partait étudier à Paris. Pour la première fois de ma vie, le mot avenir ne me terrifiait plus. J'avais le sentiment que c'était une chose que j'avais déjà commencé à bâtir. Au début de ma trentaine, j'avais trouvé mon équilibre. Mes concepts n'étaient plus de simples croquis sur papier, c'étaient des structures bien réelles dressées à travers la région lyonnaise, des centres culturels avec d'immenses baies vitrées et des cours intérieures pensées pour rassembler les voisins. Les prix d'architecture ont suivi, tout comme les articles dans la presse régionale et les invitations pour des conférences. Pourtant, chaque accomplissement me semblait vain si je ne pouvais pas le partager avec Jean-Marc. Il restait mon pilier, toujours assis au premier rang lors des inaugurations, sa fierté silencieuse et inébranlable. C'est lors d'une de ces soirées que j'ai remarqué un changement. Il applaudissait, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard au restaurant, il a repoussé son assiette, l'appétit envolé. Quand je l'ai interrogé, il a esquivé avec une blague sur son âge. Quelques semaines plus tard, le verdict est tombé comme un coup près, cancer du pancréas, stade 4. Le diagnostic m'a brisé, mais Jean-Marc est resté d'un calme olympien. Nous ne pouvons pas choisir la longueur de la route, a-t-il dit doucement. Seulement la façon dont nous la parcourons. Il a refusé l'acharnement thérapeutique qui lui aurait volé son énergie pour le peu de temps qui lui restait. Il a choisi de rester chez lui, et j'ai choisi d'être son aide-soignante. Notre maison est devenue un sanctuaire aux journées millimétrées. Les matins étaient rythmés par la prise des médicaments et le thé dans la véranda. L'après-midi, nous feuilletions des albums photos, ces récits transformant le passé en un héritage immatériel que je pourrais porter en moi. Le soir, quand la douleur se faisait plus féroce, je m'asseyais près de lui et je lui faisais la lecture. Ma voix remplissait ce silence qui, enfant, me terrorisait, mais qui m'apparaissait désormais comme un bouclier protecteur. Même si son corps l'abandonnait, son esprit restait acéré. Il me questionnait sur mes chantiers, me poussait à continuer de créer, me rappelait que mon travail avait du sens. Une nuit particulièrement calme, alors que la pluie battait les carreaux, il a pris ma main. Sa voix n'était plus qu'un souffle, mais ses mots se sont gravés dans mon âme, construit quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Je suis resté à ses côtés jusqu'à la dernière seconde, tenant sa main pendant que sa respiration s'éteignait. Lui murmurant qu'il m'avait offert bien plus que n'importe quel plan d'architecte n'aurait pu le faire. Quand le grand silence est tombé, le monde a semblé basculer. Mais sous le poids du deuil battait une détermination sourde, la promesse que je me devais d'honorer. Les semaines suivant la mort de Jean-Marc se sont confondues dans un brouillard de condoléances et de paperasse administrative. J'avançais comme en apnée. Quand le notaire m'a convoqué à son étude, je m'attendais à de simples formalités, la succession de sa maison, de ses économies et quelques objets personnels. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la somme inscrite à l'encre noire sur l'acte notarié. Jean-Marc m'avait désigné comme son unique héritière, sa maison modeste, ses placements boursiers, et le capital issu de la revente de son entreprise des années plus tôt. Le tout s'élevait à plus de 25 millions d'euros. Pendant une longue minute, j'ai fixé le montant, incapable de l'associer à cet homme qui préférait les vieilles chemises à carreaux et ses gants de jardinage usés. Il n'avait jamais mené grand train. Ses bonheurs résidaient dans la lecture, les dîners paisibles et ma compagnie.
Découvrir qu'il avait amassé une telle fortune m'a fait prendre conscience de l'ampleur de ses sacrifices. Il avait économisé, investi et protégé son patrimoine. Et aujourd'hui, il me confiait tout. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques jours, la presse locale a sorti l'article « Une architecte lyonnaise hérite de la fortune chevalier ». Mon visage, pioché sur le site de mon cabinet, barrait des unes que je n'avais jamais sollicitées. Des collègues m'adressaient des félicitations hypocrites. Des inconnus me dévisageaient comme une bête curieuse, et de lointaines connaissances m'approchaient avec des opportunités soudainement très intéressées. La nuit, je restais éveillé dans la grande maison vide. La richesse n'anesthésiait pas la perte, elle la rendait plus aiguë. Cet argent me semblait moins être un cadeau qu'un immense fardeau, une pression m'obligeant à prouver que j'étais digne de l'empire qu'il avait bâti. Un soir, en arpentant son bureau et en caressant la tranche des livres que nous avions lus ensemble, j'ai compris. Cette fortune était son ultime leçon. Il ne m'avait pas légué cet argent pour le flamber. Il m'avait légué les moyens de continuer à bâtir, d'honorer la promesse faite à son chevet. C'est à cet instant précis que la sonnette a retenti, déchirant le silence de la maison et m'aspirant dans un chapitre que je n'avais pas vu venir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le scandale médiatique, et je commençais à retrouver un semblant d'équilibre. Je partageais mon temps entre le cabinet et le tri des affaires de Jean-Marc, mettant en carton ce qui irait aux associations, conservant jalousement ce qui portait encore son odeur. Par un après-midi pluvieux, on a sonné. À travers la vitre de la porte d'entrée, j'ai distingué un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume correct mais élimé. Lorsque j'ai entrouvert, il a prononcé un nom que je n'avais pas entendu depuis plus de 20 ans. C'est moi, ton père, Nicolas Vasseur. J'ai eu le souffle coupé. Il paraissait tellement plus petit que le géant qui peuplait mes souvenirs d'enfant. Ses épaules étaient voûtées, son visage profondément raviné. Pourtant, cette arrogance si familière planait encore dans sa façon d'essayer de forcer le passage. Derrière lui se tenait un homme plus jeune, en costume cravate, serrant une mallette. Nicolas a esquissé un sourire de façade. « Je te cherche depuis des années », a-t-il osé prétendre. Quand j'ai lu les articles sur ton héritage, j'ai su qu'il était temps de réparer nos erreurs. Je ne les ai pas laissés entrer. Je l'ai laissé monologuer sur le perron, déversant un discours rodé sur les regrets, les erreurs du passé, et le fait que la famille devait savoir pardonner. Son avocat s'est raclé la gorge pour enchaîner sur la réconciliation et l'héritage partagé. Mes phalanges ont blanchi sur la poignée de porte. Ce n'était pas du remords. C'était un plan d'attaque. Le soir même, j'ai engagé un détective privé. Si Nicolas Vasseur réapparaissait après des décennies d'un silence radio absolu, je voulais connaître toute la vérité. Une semaine plus tard, le dossier atterrissait sur mon bureau. Des dettes de jeu colossales. Une saisie bancaire sur sa dernière maison. Des emplois perdus, des ponts brûlés. Mes 2 frères, ses fils qu'il avait portés au nu, avaient tous 2 coupé les ponts. L'aîné l'avait rayé de sa vie après des extorsions financières incessantes. Le second ne lui adressait plus la parole depuis l'université. Le puzzle était complet. Cet homme ne cherchait pas la rédemption. C'était un prédateur attiré par l'odeur du sang et de l'argent. Et pour la première fois depuis ma petite enfance, je n'ai ressenti aucune envie de mendier son affection. Lorsque son avocat m'a recontacté pour exiger une entrevue, j'ai accepté. Non pas pour me réconcilier, mais pour l'enterrer. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion immaculée du cabinet de mon propre avocat, au centre de Lyon. Nicolas est arrivé en retard, paradant avec la certitude que se faire attendre soulignait son importance. Il s'est affalé dans son fauteuil avec l'attitude d'un homme qui détient toutes les cartes. « Tu as très bien réussi ta vie », a-t-il amorcé, sa voix exhalant cette même dureté glaciale de mon enfance. Mais les liens du sang, ça compte. Cette fortune fait partie de mon héritage familial, que tu l'admettes ou non. Je l'ai laissé vider son sac, observant comment il maquillait son racket avec des mots nobles comme famille et patrimoine. Puis, j'ai fait glisser le rapport du détective sur la grande table en verre. Les preuves de ses dettes, de ses saisies et de ses arnaques pathétiques s'étalaient sous ses yeux. « Vous avez renoncé à tout droit sur moi le jour où vous avez signé les papiers d'abandon », ai-je dit d'un ton monocorde. « Vous ne m'avez jamais cherché jusqu'à ce qu'il y ait des millions en jeu. Je ne vous dois absolument rien. » Son rictus satisfait s'est évaporé, et pour la première fois, j'ai perçu le désespoir qui rongeait son assurance. « Alors c'est tout ?
Tu vas tourner le dos à ton propre père? Je ne vous proposerai qu'une seule chose, ai-je tranché. Le financement direct d'une cure de désintoxication pour votre addiction au jeu. Pas un centime de plus. Si vous voulez un avenir, ce ne sera pas sur mon dos. Ce sera en vous soignant. L'avocat adverse a remué sur sa chaise, comprenant que la partie était perdue. Le visage de Nicolas s'est durci, mais il n'a pas pu ajouter un mot. En me levant pour quitter la pièce, j'ai été envahi par une légèreté inouïe, celle que l'on ressent en claquant définitivement une porte qui n'aurait jamais dû exister. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un long email d'Antoine, le deuxième de mes frères. Il avait vu mon nom dans la presse. Ces mots étaient teintés d'hésitation mais d'une profonde sincérité, il s'excusait de ne pas avoir pris la parole quand nous étions enfants, de ne pas m'avoir protégé du haut de son jeune âge. Nous avons convenu de nous retrouver pour prendre un café. Prudemment, mais avec une réelle volonté d'avancer, nous avons posé la première pierre d'une relation fraternelle laissée en friche. C'était la preuve que certaines portes, si on les entrebâille avec prudence, mènent vers de magnifiques horizons. L'idée de mon grand projet a germé doucement, comme une graine forçant son chemin sous la terre. Avec la mort de Jean-Marc et cet héritage bien trop lourd à porter pour une seule personne, je savais que cet argent devait servir à autre chose qu'à m'enrichir. Il devait se métamorphoser pour honorer l'homme qui m'avait choisi quand mes propres géniteurs m'avaient jeté. C'est ainsi qu'a été inaugurée la Fondation Chevalier pour l'avenir. Nous avons construit notre premier complexe à Lyon, 20 appartements à loyer modéré destinés aux jeunes majeurs sortant du système de l'aide sociale à l'enfance, couplé à un centre d'insertion au rez-de-chaussée et un soutien psychologique gratuit sur place. Juste avant l'inauguration officielle, j'ai arpenté les couloirs, frôlant les murs fraîchement peints, me remémorant ces nuits glaciales dans les foyers, l'estomac noué par le besoin viscéral d'un foyer permanent. Désormais, ce lieu se dressait ici pour offrir à ces jeunes l'appartenance qu'on m'avait jadis refusée. Le jour où j'ai coupé le ruban rouge, je me tenais derrière le pupitre face aux journalistes. Mon nom leur était peut-être encore étranger, mais ma mission bouillonnait en moi. J'ai parlé de Jean-Marc, de la vie incroyable qu'il m'avait offerte, et de la promesse que je lui avais faite. La famille, ce n'est pas une question de sang, ai-je déclaré à la foule, la voix claire et assurée. La famille, c'est un choix, c'est un engagement, et c'est de l'amour. Et lorsque nous décidons de nous choisir les uns les autres, nous bâtissons quelque chose d'infiniment plus grand qu'un héritage financier. Nous bâtissons un avenir. Sous un tonnerre d'applaudissements, j'ai porté la main à mon cou pour effleurer le pendentif en argent en forme de clé que Jean-Marc m'avait offert des années plus tôt. Le métal était chaud contre ma peau. Ce n'était plus seulement la clé de la maison qu'il m'avait ouverte, c'était devenu le symbole de toutes les portes que j'allais désormais ouvrir pour d'autres. Quand le destin place enfin la fortune et la liberté entre vos mains, quel avenir déciderez-vous de bâtir, et pour qui?